Xavier, tu veux te présenter? Oui, pardon, c'est à moi que tu t'adresses. Yes. Yes, excusez-moi pour le retard, j'avais un petit peu prévenu, c'était la course. Et donc, j'en déduis qu'on fait un petit tour de présentation. C'est ça. Très bien. Je suis Xavier Diquet. J'ai plusieurs casquettes, mais celle que j'aime bien mettre en avant, en fait, je fais partie d'une ferme d'agriculture régénératrice qui s'appelle la ferme Gone Girls et qui a été fondée par ma femme et une de mes amies d'études. Et en fait, moi, j'ai monté la partie conseil qui s'adosse à la ferme pour faire de la transformation d'entreprise, de la transition et donc du conseil autour des concepts de régénération, économie circulaire, sustainability, etc. Et donc, on travaille un petit peu ensemble avec Jérémy sur plusieurs choses. Et donc, je suis très content d'être là malgré mon retard et pour lequel je m'excuse encore une fois. Voilà. Super. Tout le monde est à l'heure et tout le monde est à la bonne place. Je vais partager l'écran et on va commencer. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Très bien. Alors, j'ai un écho. Est-ce que c'est Brigitte qui a son... Et donc, si jamais, voilà, vous êtes trois co-animateurs, donc vous pouvez couper les micros si jamais vous voyez qu'il y a besoin. Donc le thème de la journée, enfin de la soirée, c'est quand les marques basculent dans la régénération. Et voilà le programme. Donc, je vais vous présenter rapidement Nous sommes vivants. En fait, aujourd'hui, nos 3 ans d'existence. Donc, c'est la fête. Vous pouvez tous mettre des petits pouces en l'air, etc. On est tous contents et je vous dirai pourquoi je suis particulièrement content. On va parler assez rapidement pendant 1 heure de l'humain comme force de régénération. Vous avez entendu parler de la fresque du facteur humain, de la fresque des imaginaires et de l'agriculture régénératrice. Et c'est une façon de rentrer en matière un petit peu de façon à chapeauter les différents ateliers. Et je vais essayer de vous tenir la main pour découvrir cet univers de la régénération. Et on va avoir un pied dans l'innovation avec la conception de produits et de services et la compréhension des consommateurs. Et on va avoir aussi un pied dans la transformation au sein des entreprises, le tout pour apporter l'écologie dans les grands groupes français. Donc, ça sera voilà, assez large comme approche puisqu'on va parler d'innovation et de transformation. Ensuite, à 19 h, on va parler des différents ateliers que l'on a aujourd'hui et avec un focus sur les opportunités que vous avez pour devenir animateur de nos ateliers. Donc, on va parler voilà, de tout ce qu'on a réussi à développer en particulier cette dernière année. Et on va parler aussi des régénération camp. Et on finira à 20 h sur un débat avec les opportunités de l'économie régénérative pour les consultants en innovation et transformation. Donc, si le programme vous va, je pense que tout le monde l'avait reçu. Je vous présente Nous sommes vivants. Donc, c'est un réseau de professionnels de l'innovation et de la transformation. Aujourd'hui, il y en a à peu près 300. Et on travaille avec les entreprises sur leur vision, sur leurs projets d'innovation, sur leurs projets de transformation, sur des expérimentations et on est beaucoup sur les dynamiques collectives, comme vous allez le voir. Le tout pour accélérer la transition écologique ou du moins apporter une écologie qu'on va dire profonde, pour certains voilà, ambitieuse, dans les entreprises et par extension toutes les organisations, collectivités locales, territoriales ou voilà, les entreprises. La régénération, je vais donner une définition tout de suite, mais on va dire que la régénération, en termes d'image, c'est ce qui se passe avec le printemps qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 21 mars et on fête notre anniversaire tous les ans le jour du printemps. Et c'est parce qu'on est dans la régénération et que la régénération, c'est ça, c'est la nature qui se renouvelle, qui se restaure et qui grandit. Et après l'hiver vient le printemps. Dans Nous sommes vivants, on a adopté ce nom-là en pleine conscience du vivant pour le régénérer. Et voilà, ce que l'on essaye de faire, c'est développer les capacités uniques du vivant, aussi bien l'humain dans son environnement social ou l'environnement dans ce qui s'appelle la nature et qui englobe, qui est l'endroit, l'espace où les humains et les non-humains vivent.
Et on est dans une démarche régénérative, et je vais vous expliquer ça juste après, qui est donc une approche qui vise à aller au-delà du développement durable, au-delà de la restauration, c'est-à-dire revenir à zéro, qui vise à régénérer. La régénération, je me suis fendu d'une définition personnelle parce que, voilà, juste après, je vous expliquer ce qui m'a motivé. Mais la proposition que je vous fais de définition de la régénération, celle de Nous sommes vivants, c'est donner les moyens aux êtres vivants d'être en capacité d'atteindre leur plein potentiel dans leur environnement, avec cette sous-idée qui est que le bien-être des êtres vivants dépend des services écosystémiques rendus. Donc, si vous voyez ce cercle, au milieu, il y a les vivants, et quand on dit les vivants, c'est les humains et les non-humains. C'est le bien-être de ces êtres vivants qui compte et qui est central, et qui est la mesure de toute chose. Les êtres vivants vivent dans un contexte, dans un biotope qui subvient à leurs besoins en nourriture, en eau, avec une température qui est vivable, avec un habitat. Et donc tous ces services écosystémiques sont nécessaires pour les êtres vivants, pour survivre, et déjà vivre et après survivre. Et donc c'est cette idée-là que la régénération, c'est permettre, donc donner les moyens aux êtres vivants d'être en capacité d'atteindre leur plein potentiel dans leur environnement grâce hem, à ce que leur écosystème leur apporte en termes de nourriture, de biodiversité, voilà. On a tous la capacité de nous régénérer, et une image qui fonctionne assez bien pour faire comprendre ce que c'est que se régénérer, c'est par exemple se reposer quand on est fatigué pour ensuite avoir tout le plaisir, toute la joie et toute l'énergie pour avancer ses projets. Et dans la régénération, on verra plus tard que chez nous, c'est ancré dans la culture régénératrice. Il y a le leadership régénératif qui donc vise à donner des valeurs ou à un cadre culturel au management. Et par exemple, l'Extinction Rebellion dit que le management, ou la façon de se comporter entre êtres humains, et d'ailleurs non humains, c'est prendre soin des uns des autres, permettre à chacun de se sentir inclus, se sentir connecté, relié au vivant et au plus grand, prévenir et guérir les conflits, régénérer nos rapports au pouvoir. J'ai eu envie de redéfinir la régénération en mettant vraiment l'accent sur le vivant, parce que quand j'ai créé Nous sommes vivants, c'était suite à l'appel de Baptiste Morisot qui disait Nous sommes le vivant qui se défend ». Et c'est de là que vient le nom. Ce que dit Baptiste Morisot, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, la biodiversité est en danger, l'humanité est en danger, mais là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve. Et si aujourd'hui, les humains détruisent le vivant alors qu'eux-mêmes sont des êtres vivants dans la nature, c'est à cause d'un mélange bizarre d'extractivisme, de productivisme, de culte de la croissance, et d'évaluation du vivant qui est une ressource finalement, ressource pour manger, ressource pour s'habiller, les ressources, au-delà des ressources naturelles, les êtres humains sont eux-mêmes des ressources. Et, voilà. Hem et que tout ça concourt à la destruction du vivant sans précédent. Donc j'ai trouvé ce schéma qui est quand même assez éclairant. Voilà. On voit que la courbe de la biodiversité est en train de décroître de façon alarmante, exactement à l'opposé de la croissance. Et que donc on est aujourd'hui dans un système où, même si on dépend en tant qu'être vivant, des écosystèmes pour l'oxygène, l'eau, la nourriture, et que tout ça est essentiel à la vie, et que si on n'a pas ça, ben, on meurt, ou alors entre les 2 on est en mauvaise santé. On est quand même dans une exploitation des ressources naturelles supérieure à la capacité de la nature de se renouveler. Donc la régénération est une urgence,
Et ce schéma nous montre que si on continue comme business as usual, en fait, on est sur une courbe bien au-delà de la capacité de la nature à se renouveler et ce sera sans retour. Donc, il faut arriver à zéro, au net zéro en 2030 et arriver à, une fois qu'on a restauré, donner la capacité aux êtres vivants, à la nature, de se régénérer pour revenir dans des proportions qui lui permettent de continuer à exister. Donc ça veut dire qu'il faut sortir de le schéma de droite, de cette approche extractiviste et qu'il faut aller vers une approche régénérative. Ce que dit le schéma aussi, c'est qu'il faut sortir en bas de charity, qui est finalement, enfin, je prends la chose autrement. Dans l'extractivisme, on dit qu'il faut arrêter, freiner les impacts négatifs, et on dit que la régénération va au-delà du développement durable, dans le sens où le développement durable, c'est faire moins mal, et qu'il faut arriver maintenant à faire plus de bien. J'ai trouvé intéressant cette vision de Timothée Parry, parce que la grande question qui se pose à nous, c'est est-ce qu'il faut croître ou est-ce qu'il faut décroître? Et bien, en fait, il faut faire les deux. Donc, ce que dit, enfin, en termes de croissance, c'est-à-dire qu'il faut d'abord une phase de décroissance, donc on extrait moins, on produit moins, on consomme moins, et il faut en même temps, ou juste après, pour ceux qui ont besoin que ce soit 1, 2, 3, il faut arriver à augmenter notre impact positif sur les ressources naturelles en étant des stewards de la nature, en assistant à la nature sans se substituer à elle. Et c'est ce qui doit arriver dans une économie qu'on appelle post-croissance, donc libérée de ce stress de cette tension de toujours croître, de toujours faire plus et être dans une société heureuse, prospère, post-croissante. Donc ça, c'est voilà, c'est souvent difficile pour les gens lorsqu'on leur dit le paradigme de la régénération, c'est avoir un impact positif. Tout de suite, les gens font les maths dans leur tête et se disent mais il faut décroître, il faut moins, il faut plus, il faut multiplier, ils n'y arrivent pas. Ça bloque. Et ça, c'est parce que c'est à l'échelle de la société aussi, parce qu'on dit aux consommateurs français, comme on dit aux consommateurs mondiaux, et en France, on a de l'avance quand même sur la prise en compte des phénomènes climatiques ou de la disparition de la biodiversité, mais on dit aux Français qu'il faut consommer moins, qu'il faut arriver à la sobriété. Donc là aussi, avec les consommateurs français, on est dans une logique de plus et de moins, et on leur dit moins. L'étude qu'on avait fait avec Ipsos a montré que les Français, quand même, sont disposés à changer. Ils disent que oui, à 40 ce qui les motive à changer, c'est la responsabilité. Quand on voit les dégâts, effectivement, il y a 40 des Français qui disent: «OK, c'est ma responsabilité de le faire, dans le respect de l'intérêt général». Et de façon générale, on a une tendance à consommer moins, 26 et à privilégier des produits de seconde main plutôt que d'acheter des neufs, 23. Et les chiffres peuvent paraître décevants, mais c'est quand même significatif qu'un quart des Français soient dans une logique de consommer moins et, entre guillemets, «consommer plus», enfin mieux, en qualité. Et toutefois, quand même, le premier geste écologiste ou écologique, c'est de recycler, et ils sont que 40 dans notre étude, et j'ai jamais trouvé d'études qui aillent au-delà de 1 Français sur 2 recycle ses produits quotidiens régulièrement. Donc ça veut dire quand même que sur un geste assez simple, qui aujourd'hui est assez, enfin voilà, ils ont dit de mettre tous les emballages dans la poubelle et qu'ensuite on verra. Donc il y a pas vraiment d'incompréhension, il y a des poubelles qui existent. Donc on a quand même qu'un Français sur 2 qui le fait, même si il est d'accord que dans l'intérêt général, c'est de sa responsabilité que de changer ses comportements. Donc Hem, comment arriver à faire basculer plus massivement les Français, vers une responsabilité écologique? Puisque je vous le rappelle, on doit, décroître et pour limiter tous nos impacts négatifs, et il faut avoir en plus un impact positif.
sur l'environnement. Là, c'est le rôle de la motivation qui est intéressant et qu'on a tendance à oublier. On pense que parce qu'on sait, on va faire. Donc, en fait, les scientifiques du comportement nous ont appris qu'il y a 5 étapes au changement de comportement, que oui, la première étape, c'est la précontemplation, c'est, si vous voulez, pour faire simple, sortir du déni. Que oui, il y a une étape qui s'appelle l'action, mais qu'entre le fait de savoir, eh bien, il y a vouloir, et que après vouloir qui est dans la contemplation, il y a se préparer à changer. Et ces 2 étapes-là de contemplation et de préparation, on les oublie, et les moteurs de ce passage à l'action sont les points positifs, la motivation, l'intérêt à changer de comportement. Donc oui, je sais, oui, il faut, mais j'ai envie, et quand je le fais, ça m'apporte une source de satisfaction. Bah, ce sont des facteurs importants qu'on a tendance à oublier. Et après l'action, il y a toute la phase de maintenance qui est aussi, en général oubliée, qui est, comment à partir d'un premier pas, je construis une habitude que je vais répéter dans le temps. Il y a aussi quelque chose qu'on oublie, c'est que changer de comportement, c'est changer souvent d'identité. On se définit autrement. Je ne sais pas pour vous, mais moi en 2016, pour moi, je suis devenu écolo, quoi. Je ne suis pas né écolo, et j'ai décidé voilà, de changer pas mal de choses dans ma vie parce que j'ai pensé que c'était important et que je serais plus heureux en le faisant. Eh bien, j'ai changé d'identité, j'ai changé de cercle d'amis. J'ai dû changer de travail, on a besoin de soutien social dans ces changements de comportement qui sont des changements d'identité, des sauts dans le vide. Hem, donc la sobriété, je vous l'apprends pas, je pense que vous en doutez, les études Obsoco, le montrent, c'est pas populaire et il y a que, d'après l'Obsoco, 4 de la population française qui seraient des croissants radicaux. C'est-à-dire que voilà, ils se lèvent le matin et ils se disent: «Il faut décroître». Pourtant l'ADEME, est parti sur un de ses scénarios sur la sobriété avec la génération frugale on en est encore à se demander comment rendre la sobriété, populaire en se disant, par exemple, sobriété heureuse, ou revenir à l'essentiel et le terme même de sobriété, bloque, freine. Hem, quand on quand on regarde un peu plus précisément pourquoi les Français, n'en font pas, plus, c'est que quand même ils reportent la responsabilité sur les politiques et sur les entreprises à 34 pour leur donner des alternatives simples. Donc j'achète des baskets, Nike, maintenant il y a des baskets Veja, les 2 sont belles, le prix est OK, c'est facile à acheter, le consommateur ou l'usager a une certaine satisfaction à les porter. Bah, ça demande un moindre effort. L'autre, levier, c'est la motivation intrinsèque, c'est-à-dire, donc je crois que j'en ai un petit peu parlé déjà, la satisfaction personnelle, mais qui vient aussi, de mon identité, de qui je suis, de qui j'ai envie d'être, de comment je me présente au monde, comment j'ai envie d'être reconnu, et ça, c'est beaucoup plus puissant que la motivation extrinsèque qui dépend, et les politiques l'utilisent beaucoup et beaucoup de gens pensent que c'est très puissant. C'est donc la motivation, extrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est, quand tu fais ça, tu as un bonus ou, si tu fais pas ça, tu auras une amende. Donc on a vu ça avec le masque pendant les périodes de confinement, de Covid. Ça marche, toutefois, dès qu'il y a plus, la carotte et le bâton, eh bien, ça marche plus et on revient à, avant. Donc la motivation intrinsèque est, la meilleure façon d'après les scientifiques pour, faire changer les comportements profondément, durablement dans le temps. Et pour ce faire, eh bien, il faut que l'écologie n'apparaisse plus comme contraignante. Être écolo, c'est renoncer. Donc ça, c'est toujours l'étude, Ipsos, nous sommes vivants, c'est renoncer. C'est-à-dire que, ben, il faut plus manger de viande, il faut, ne plus avoir de voiture, il faut, ne plus prendre l'avion, il faut ne plus voyager, donc c'est renoncer à plein, plein de choses c'est pas toujours, super simple, et vous voyez bien où je veux en venir, ce n'est pas super motivant. Cette étude aussi est intéressante et vous aurez tous les documents, je vous les enverrai par mail.
elle montre que les archétypes de l'écologiste, de l'écologie ou de la personne qui se présente comme écologiste, elle est, eh ben, c'est des archétypes négatifs. Donc on dit, donc je lis les résultats de l'étude. Une posture perçue comme trop intégriste jusqu'au bouddhisme, un frein de désirabilité avec cette forme de marginalité associée à l'ermite et au refus de la modernité, un frein d'hédonisme si on suit le rabat-joie, incapable de tout plaisir spontané et en rationalisant toute décision de consommation. Donc aujourd'hui, être écolo, c'est renoncer et c'est être un rabat-joie et c'est aussi être un ermite en fait. C'est finalement quelqu'un qui n'a pas de, qui voilà, qui ne cherche pas spécialement de plaisir dans les relations humaines. Donc, il faut arriver à rendre l'écologie désirable comme mode de vie. Alain Damasio disait et si on battait le capitalisme sur le terrain du désir? Et donc, ça veut dire qu'il faut rendre ce qui est responsable encore plus responsable, mais aussi désirable. Pour ce faire, l'approche qui est proposée par des personnes et qu'on suit chez Nous sommes vivants, c'est d'accueillir ce terme du vivant qui permet de reconnecter l'humain à la nature. Les humains, quoi qu'ils fassent, font partie de la nature, sont des êtres vivants comme les autres. On ne peut pas avoir de déchéance de nationalité, d'appartenance de la nature. C'est comme ça. Et c'est une relation d'égalité, c'est une relation qui nous reconnecte et qui nous permet de vivre à notre rythme et connecter à nous-mêmes, aux autres et au vivant. Patrick Roudot, qui a une maison d'édition, dit qu'aujourd'hui, l'enjeu des enjeux, c'est de parvenir à retrouver notre vibration, notre animalité, pour vivre à nouveau avec la nature et à prendre soin d'elle. Et que cette reconnexion doit se réaliser rapidement. Lui, il dit tout en plus en 20 ans, mais il va falloir aller plus vite. Dans la régénération, on a ce schéma-là qui est intriguant et qui dit qu'il faut, en bas, passer de l'anthropocène qui dit, en fait, les humains, depuis quelques centaines d'années, sont responsables de la détérioration des écosystèmes. Et on l'a vu avec le rapport du GIEC qui souligne ce fait. Mais qui fait que finalement tout le monde se sent coupable et pointé du doigt avec cette injonction de, par responsabilité, changer de comportement. Et on voit de l'autre côté qu'il propose Bill Reed du Regenerative Group dit: «Allez du côté recentrez-vous sur le bios, donc c'est-à-dire sur le vivant, pour augmenter la capacité des êtres humains à être en pleine conscience». Donc la pleine conscience, c'est pas: «Ouh là là, effectivement, il y a un réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique, il est de 1,5. C'est lui et elle qui sont responsables». C'est aussi cette idée qu'en étant connecté avec la nature, en sentant que ces vibrations, en étant, pleinement conscient, qu'on peut faire quelque chose, et qu'on peut assister, les autres, assister, la nature à se régénérer, qu'on va y arriver. Et donc ils disent: il faut effectivement aller au-delà de on peut avoir un premier élan de biophilie, c'est-à-dire la biophilie, c'est se reconnecter à la vibration du vivant, c'est l'amour du vivant, la biophilie. Donc on peut passer d'abord par le biomimétisme pour se dire: «Ah tiens, ça fonctionne comme ça» et cetera et puis se dire que parce qu'on a compris comment ça fonctionne, on peut restaurer. Mais on voit bien que les cercles augmentent dans la partie, régénération et qui disent il faut être plutôt dans l'assistance de la nature, s'en remettre à la nature. Donc ça demande beaucoup, ça demande à la fois une approche, rationnelle, je comprends qu'il y a un problème, ça demande une approche émotionnelle qui est l'amour du vivant et ça demande, un lâcher prise, de l'ordre de, la nature fait bien les choses et si je l'aidais? Je vous donne un exemple pour que vous compreniez un petit peu mieux, parce que tout ça, c'est un peu abstrait et c'est vrai qu'on pourrait mettre plutôt des belles images, je pense que ça aiderait pour certains à mieux comprendre. Mais bon, voilà, la démarche ici, elle est, de schéma et de blabla. Donc si on dit la forêt, effectivement, il y a des forêts qui, voilà, la forêt à côté de la du Pilat, elle est brûlée, quoi. Donc il va bien falloir effectivement enlever les troncs et en replanter. Donc toute approche régénérative dépend, de l'état,
de l'écosystème. Et dans certains cas, il n'y a pas d'arbres. Dans certains cas, on a un terrain, il n'y a pas de vie dedans. Donc, voilà, toute proportion gardée, ce qu'est la régénération, c'est d'assister la nature pour lui donner les capacités de passer l'hiver, d'arriver au printemps et de prospérer. Et on parle ici plutôt d'assistance. Donc en Afrique, l'assistance, c'est quand il y a un tronc d'arbre qui est coupé, il y a 3 peut-être pousses qui sont en train de faire des nouveaux arbres à partir du tronc. On décide que pour que l'arbre soit fort, on enlève 2 pousses et on en garde une. Ça, c'est assister la nature. Et donc là, on voit bien qu'on ne se substitue pas à la nature, on lui donne un coup de pouce et que ça va permettre à la biodiversité de se régénérer au mieux dans un lieu donné en fonction de son potentiel à venir. Et que voilà, quand même le mieux, c'est la régénération naturelle. Donc ça, c'est pour la forêt. Et pour la forêt, si je vous donne un exemple, si on regarde la forêt, on se dit: «Ah mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un prix aux arbres». Comme ça, les entreprises, quand elles les utilisent, elles savent combien payer si on dépasse un certain seuil, une certaine limite. Et bon, cet argent permettra de replanter. Ben, l'arbre cache la forêt, et la forêt cache la biodiversité, à la fois terrestre et sous-terrestre. Donc donner un prix à un arbre, c'est donner un mauvais prix et c'est aller dans le mur. Donc c'est ça aussi qu'on dit là, c'est que, ne pas se substituer, ne pas compenser, assister la nature dans ce qu'elle fait de bien. C'est ça qu'on nous demande. Si je prends un exemple sur un sol, et juste après je fais une pause, hem l'idée, c'est d'avoir une contribution positive, donc la régénération se vise à, avoir un impact positif. Donc on voit bien que dans le modèle dégénératif, ben, il faut arrêter de faire du mal et donc par exemple, je pense, par exemple à l'agriculture bio, effectivement, c'est limiter et puis arrêter de mettre des pesticides et des, fertilisants, purement chimiques. Sustainable, c'est dire: «Bah tiens, on va organiser les choses pour que, par exemple, l'eau, dure et la régénération, c'est se dire: «Qu'est-ce qu'on peut faire pour, aider non pas la terre, puisque la terre ne se régénère pas, mais aider les êtres vivants dans le sol à proliférer pour que, les êtres vivants dans le sol nourrissent les plantes». Je reviendrai là-dessus juste après et on va faire une pause. Ce qui est intéressant dans la régénération, c'est le cadran en haut à droite. C'est aller voir dans la terre que dans la terre, il y a des microbes, des bactéries, des champignons et que ces champignons sont ceux qui, enfin trade, avec la plante, et vont lui faire passer, tous les nutriments. Donc dans un modèle, intensif d'agriculture, on met des fertilisants dans le sol pour que les fertilisants dans le sol aillent dans la plante. Mais en fait, on oublie quelque chose qui est que, pour que les nutriments aillent dans la plante, ben, en fait, la meilleure façon de le faire, c'est que les êtres, vivants dans le sol trade avec la plante et c'est ce qui rendra la plante, plus, nourrissante en termes de vitamines, en termes de fibres. Donc, je ne sais pas si vous avez, récemment mangé une tomate, issue, de la culture hors sol, même bio, si elle a pas de goût, c'est qu'elle a moins de nutriments. Les 2 sont liés. Donc, on a des produits avec de l'eau, qui sont, moitié moins nourrissants, que des produits, qui sont nourris par, le processus, ben, grâce à la biodiversité du sol. Je fais une petite pause pour qu'on fasse un point ensemble sur ce qu'on a appris de la régénération. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui nous a rejoints en cours de route. Je suis désolé, on a dû commencer. Est-ce qu'il y a des questions sur la régénération? Pas de questions, c'est très clair, merci beaucoup. Ouais?
Je vais revenir sur la définition, puis je vais enchaîner. Moi, j'ai pas une question, mais j'ai juste Vas-y. en fait, une remarque qui est en même temps une question que je vous Ouais. pose. En fait, j'aime bien, moi, l'idée de la régénération. Je suis à la campagne avec mes animaux, mais parce que j'ai aussi l'idée que, mais je sais pas si je me trompe, mais c'est pour ça que je vous la partage, que quand on parle aussi de développement durable, il y a quelque chose comme on va organiser un peu le bordel, un truc qui n'est pas terrible pour le faire durer. Et j'ai l'impression, du coup, j'arrive pas à être très optimiste par rapport à ça, alors que la régénération, c'est vraiment partir sur quelque chose qui est aller dans le sens de la nature et quelque chose de bon. Alors, je voulais savoir si Ouais. vous partagez ça. Voilà. Oui, je partage ça, merci. Je me souviens, je crois que ça devait être en 2016, peut-être 2017, j'avais lu un rapport de l'OCDE ou des Nations Unies, je me souviens plus, qui disait que dans toute la première partie, il disait on consomme plus que les ressources. Euh, et ensuite, la deuxième partie disait il va falloir adopter l'économie circulaire. Et c'est à l'origine des grandes avancées, en termes de loi, sur, par exemple, l'interdiction des, plastiques à usage unique. Mais à ce moment-là, je me suis dit: «Mais je comprends pas, en fait». Dans la première partie, on dit que les chiffres ne s'additionnent pas. Et pourtant, il faut continuer. Voilà. Et donc ça, c'est la première prise de conscience et la deuxième prise de conscience, je pense que c'est se dire que finalement, peut-être que les arguments rationnels ne s fonctionnent et la responsabilité, la prise de prendre ses responsabilités, bah, ça fonctionne pas sur tout le monde et qu'il faut arriver à parler un peu comme à un enfant pour raconter une belle histoire qui est vraie, qui est celle du vivant, le vivant, dont on fait partie. Et expliquer ce que c'est que d'être vivant, et prendre soin du vivant et que c'est une histoire en finalement très émotionnelle, très intuitive, qu'on partage tous parce qu'on est tous vivants à l'instant où on se parle, et on vibre tous ensemble et que peut-être on fait fausse enfin, qu'en tout cas, il y a une route qui n'est pas encore assez explorée, qui est la piste qu'on va explorer, que je vais, dérouler maintenant, qui est de rentrer dans les imaginaires pour, trouver, un écho qui, motive les gens plus profond d'eux-mêmes. Est-ce que c'est à peu près ça? Gaël? Oui, oui, vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, ouais, absolument. Oui, c'est ça, de passer par ce qui nous tient en vie tous ensemble et ce qui nous fait commun. Et Mmh. puis, voilà, lâcher quelque chose qui, en fait, ferait que faire durer plus longtemps un système qui est pas viable et qui détruit quand même. En fait, il détruit juste un tout petit peu moins, quoi. Mais Ouais, finalement, c'est ça. il continue à détruire. Donc en tout cas, oui, la en tout cas, ils disent que la charité, c'est le développement durable, et que le développement durable, c'est enfin, c'est quoi déjà? C'est, faire moins de mal, en fait. Mais donc il faut, voilà, donc je vais passer dans les imaginaires si ça vous va. J'ai juste une Ouais, question, vas-y, désolé. c'est Georges? Olivier, oui, Ouais, bonsoir, merci. On parle souvent de régénération au niveau de l'agriculture ouais, et dans le cadre des 9 limites planétaires qui ont été, identifiées par un groupe de scientifiques suédois, il y a une quinzaine d'années. merci. Bon, on parle de couche d'ozone, on s'aperçoit là récemment que les feux de forêt sont en train de dégrader à nouveau la couche d'ozone. Ouais. Comment on peut régénérer autre chose que du sol, que du végétal. Voilà. Ah, non, non, on régénère tout enfin, justement, je disais, peut-être que tu n'étais pas là à ce moment-là, si je peux me permettre de te tutoyer, on régénère les êtres vivants. Donc le but de la régénération, c'est la pleine capacité, des êtres vivants sur terre, les humains et les non humains. D'accord. Donc on régénère pas du sol, hein, Mhm. et prendre soin, des bactéries dans le sol, c'est prendre soin de la flore intestinale et c'est construire nos défenses, prendre soin, voilà, prendre soin de nous, c'est augmenter notre durée de vie, le but de la régénération, c'est d'être dans des écosystèmes, sains, qui permettent, aux êtres humains d'être en pleine santé et il y a un énorme volet sur la régénération qui est sur le prendre soin de soi dans l'entreprise. Hem,
c'est énorme tout ce qui est à faire et tous les gens qui écrivent des livres sur la régénération font des grands paragraphes, des grandes sections sur le changement de management, sur le changement de rythme, sur l'accueil des émotions, sur le care, quoi. Ok. Mmh. Donc oui, les sols sont pauvres et il y a des dépourvus de vie et ça devient on n'a plus que pour 60 ans de récolte, enfin il y a 60 récoltes et après il y a plus de terre, Mmh. si on fait rien. Oui, les forêts, en Amazonie et l'huile de palme et même en France, bon ben, effectivement il y a du travail. Mais il y a, s'intéresser aux animaux et puis, s'intéresser à nous et il n'y a pas de régénération qui vaille si, on exclut les êtres humains de cette histoire. Ce qui est bien, c'est-à-dire que l'humain est repartie prenante de la solution. Mmh. Donc je passe aux imaginaires. Alors c'est la deuxième partie. Peut-être je vais vous remontrer le plan pour ceux qui sont arrivés en retard ou à l'heure, vu qu'on a commencé en avance. Donc, on est en train de passer sur la partie, régénération, un imaginaire qui nous anime et je dois finir normalement à 19h, donc je vais essayer d'accélérer, pour pouvoir ensuite vous présenter peut-être à 19h10 les différents ateliers qu'on a aujourd'hui chez Nous sommes vivants. Et je vous ai proposé comme définition de la régénération, donner les moyens aux êtres vivants d'être en capacité d'atteindre leur plein potentiel dans leur environnement. Donc, on s'intéresse, ce qui est central, c'est les êtres vivants. Ce qui nous occupe, c'est leur potentiel de développement, chacun ayant son propre potentiel, et on leur donne la capacité. Et de quoi avons-nous besoin pour être en capacité? On a besoin de dormir, on a besoin d'une température cool, on a besoin de nourriture, on a besoin d'un habitat, et si on n'a pas ça, eh bien, on n'est pas en capacité d'atteindre notre plein potentiel. Alors, je vais rapidement à la partie imaginaire que je vais devoir passer un peu plus vite. Ce qui était dit juste avant, c'était, cette notion que en fait, pour passer d'un univers où il faut réduire nos impacts négatifs à un univers où il faut augmenter nos impacts positifs sur l'environnement, sur la société, humaine, sur nous, sur nos amis, au sein de notre entreprise, eh bien, il faut en fait, ce qui nous permet de basculer, c'est un imaginaire qui, nous motive. C'est un ensemble de représentations qui rend l'écologie désirable. C'est basé sur 4 relations humain-nature, qui ont été travaillées par Nicole Hubens. C'est ce qui est au cœur de la fresque des imaginaires et j'ai la forte conviction qu'à travers une reconnexion, donc une relation entre l'humain et la nature, il y a une bascule qui va se faire mentale et ou émotionnelle, qui va faire que les gens auront envie de préserver l'environnement et de contribuer à l'environnement ou à la société dans laquelle ils vivent. Et Nicole, à partir de tout un travail sur la morale et voilà, sur les représentations, elle a fait 4 sections que je vais vous montrer ici et qu'au sein de Nous sommes vivants, on a illustré pour rendre les choses plus claires. L'anthropocentrisme, c'est l'univers qui est dominant, avec une tendance aujourd'hui à aller vers le biocentrisme. Bien sûr, hein, toute proportion gardée, là on est quand même dans les univers de l'écologie. Donc il y a un univers dominant qui est l'univers du progrès, et dans la grande famille de l'écologie qui re-questionne le progrès, qui veut être post-croissance et qui vise effectivement à avoir des relations plus responsables avec soi, les autres et la nature, ben, on a 4 imaginaires.
l'anthropocentrisme et le biocentrisme étant des univers dystopiques, c'est-à-dire tristes, et qu'on se projette dans le futur, on se projette dans un futur, on va dire, avec beaucoup de fiction, enfin, à l'image des fictions que l'on a, à l'image des livres ou des dessins animés que l'on a, c'est-à-dire souvent, voilà, dans l'anthropocentrisme, des univers d'effondrement, de films catastrophes, les villes s'écroulent, il y a des grandes épidémies. Dans The Last of Us, les champignons voilà, enfin, voilà, nous attaquent et dès qu'on est mordu par ces champignons, ben, on est voué à mourir et à devenir des morts-vivants, quoi. Donc ça, c'est l'univers de l'anthropocentrisme. C'est un univers où bah, les humains sont en ville, déconnectés de la nature, et on exploite, enfin, on a des besoins, et pour répondre à nos besoins, et il n'y a rien de mal à avoir besoin de se nourrir, d'habiter, de s'habiller. Pour subvenir à ces besoins, on est dans des façons de faire qui passent par l'exploitation de la nature, et exploitation même des autres êtres vivants. Et donc la façon de faire va être à revoir. Il y a une tendance de biocentrisme, c'est-à-dire d'empathie vers le vivant, les autres êtres vivants que les êtres humains, mais ça arrive à un moment donné où ils disparaissent et où notre responsabilité est de créer des réserves, comme on est en train de le faire en ce moment avec 30% des espaces qui vont devenir préservés et où il y aura de la vie entre guillemets sauvage, qui n'aura de sauvage que le nom, puisqu'en fait les humains organisent et structurent la vie des êtres vivants sur Terre. Dans le biocentrisme, donc vous l'avez vu, est un peu pathocentrique, donc on est triste, c'est aussi un univers dystopique. On est un peu dans l'univers du paradis perdu, et on ressent la souffrance animale, on ressent voilà, leur disparition, et on est toujours dans une séparation de l'humain avec le reste de la nature, parce que finalement on est responsable de ce qu'on a fait, on est responsable de leur protection. Donc on est anthropocentrisme et biocentrisme dans deux univers où on est déconnecté, on ne fait pas partie du monde vivant, donc c'est pour ça qu'on est dans ce qui s'appelle la ségrégation, et on est dans un univers dystopique. Assez rapidement, les deux univers de droite sont des univers plus positifs, motivants, avec le multicentrisme qui est l'univers de la régénération. L'écocentrisme, c'est prendre conscience de façon globale, on est dans le holisme, que ben, la planète ne survivra, que la planète est un être vivant et constitué d'une atmosphère qui résulte de tous les êtres vivants qui respirent, y compris les arbres donc. Et donc, en fait, la nature fait bien les choses. C'est une vision écosystémique, donc d'êtres vivants qui vivent dans des écosystèmes à l'équilibre, et on est dans un temps long, dans un équilibre, un temps long, la permanence, et c'est cette confiance, ce temps long, ce rythme immuable qui nous permet d'envisager l'avenir sereinement, puisque là, a priori, ça ne va pas s'effondrer. Le multicentrisme, c'est une reconnexion à soi, aux autres et aux vivants. C'est la société humaine avec tous ces co-living, co-doing, voilà, on vit ensemble, on refait société, et on voit aujourd'hui toutes les tensions qu'il peut y avoir. On est reconnecté aussi aux autres êtres vivants, et bon, pour faire simple, il y a la souffrance animale qui est réglée, et plus voilà, on essaie de ne pas manger ses amis. Voilà, et il y a une reconnexion aussi au végétal avec la redécouverte de tout ce que ça apporte le végétal. Donc on est dans un univers multicentrique, parce que il y a une reconnexion des humains, du végétal, des non-humains, et elle est extrêmement locale, c'est-à-dire dans un lieu donné, les humains ont la capacité d'améliorer leurs conditions de vie en partenariat avec les autres êtres humains et les autres êtres non humains. Je passe. Ces univers-là, l'anthropocentrisme, si on l'imagine, par exemple, vivre, habiter sur Terre, ça peut être un bunker avec des ultra-riches qui se protègent.
Dans le biocentrisme, c'est cette idée, voilà, de quand on va dans la nature, finalement, on y va sur la pointe des pieds. Et donc, là, c'est une maison qui est enterrée avec un impact minimal. Elle est même isolée grâce à la terre. L'écocentrisme, c'est comprendre comment fonctionne le vivant et recréer des écosystèmes à grande échelle. Donc là, c'est un immeuble avec son propre écosystème, dans le sens où la forêt module, entre guillemets, la température et intervient dans le cycle de l'oxygène et du CO2. Et le multicentrisme, on voit bien cette idée de coexistence entre les êtres humains et les êtres là, des prédateurs qui vont être bénéfiques au niveau des champs pour les rongeurs. Et donc, ils cohabitent, les humains cohabitent, et il y a une cohabitation là avec les... Dans l'agriculture, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un univers anthropocentrique, donc l'humain, qui exploite la terre avec la technologie. Ça appauvrit les ressources naturelles. Le biocentrisme, c'est la redécouverte du vivant, effectivement, donc avec le mouvement, enfin, avec le bio et l'agriculture bio avec les coquelicots, le mouvement avec les coquelicots, et puis tout ce qui s'est passé aussi au niveau des abeilles. Donc, c'est vraiment on se réémerveille de la faune, de la flore, et on est quand même sur quelque chose où on va préserver des zones, où on va dire c'est sans engrais, c'est sans fertilisants. L'écocentrisme, ça va être une agriculture, comme on disait tout à l'heure, de gestion des équilibres entre l'économique, l'environnemental et le social, où on essaye de faire le moins pire et pour durer. Un peu comme voilà, on met des rustines ou on répare son vélo. Et tant qu'il est réparable, tant mieux. Mais on n'est pas en train de l'upgrader. Et le multicentrisme, c'est la possibilité, voilà, dans un lieu donné, d'adopter des principes, on va dire, pour faire simple, permacolle ou Déméter, pour faire que la vie dans le sol prolifère et qu'il y ait une certaine biodiversité. Je vais aller vite sur les marques parce que j'enchaîne. Et c'est la section qui est juste avant les écosystèmes, enfin le business model. Donc, en 5 minutes, je vais vous montrer des documents qui existent déjà en ligne pour vous montrer que aujourd'hui, il y a des marques qui s'intéressent à la régénération pour proposer aux consommateurs des alternatives issus de l'agriculture régénératrice, qui ont un impact positif, mais combiné. Et il y a 4 grandes familles de bénéfices qui sont souvent combinés pour avoir au final un impact positif. Le premier, c'est le climat. Donc, je vais vous montrer ce qui se passe en ce moment et j'étais aux États-Unis encore la semaine dernière, j'ai passé 10 jours pour explorer les opportunités de l'agriculture régénératrice. Il y a un grand mouvement qui est que les entreprises agricoles, de l'agroalimentaire, les entreprises du vêtement, en fait, leurs émissions de CO2 sont à 70% du côté de leurs approvisionnements, et qu'ils ont envie de réduire les émissions carbone de la laine et donc des moutons, de la viande, donc des bœufs ou des poules, et aussi les émissions carbone du blé, le soja. En ce moment est quand même moins prioritaire, c'est plutôt d'autres alternatives plant-based qui se développent, mais voilà, vous avez compris la logique. Donc, par exemple, dans le luxe, il y a cet index qui permet de mesurer son impact carbone et de maîtriser sa chaîne d'approvisionnement et de pouvoir ensuite reporter dans ses comptes l'impact carbone de ses approvisionnements. Ça donne, par exemple, Hélène Fischer, qui est une grande marque de mode, qui dit « Ah, quand vous achetez des fringues chez moi, bon, vous les achetez neufs, ok, mais c'est le choix le moins pire qui existe dans les fringues neuves.
parce que c'est issu de la culture régénératrice qui permet de capturer du carbone dans le sol. Et on a donc des allégations qui sont discutables, mais étonnantes en tout cas, et qui permettent d'ouvrir des nouvelles perspectives, qui sont par exemple « clauses that fight climate change ». Et on va pouvoir, et c'est vérifié, par un organisme externe. Là, en tout cas, c'est Land to Market. La chose la plus, comment dire, je sais pas, sérieuse que j'ai trouvée, c'est c'est General Mills qui a ce snack de viande séchée, qui dit que grâce aux pratiques régénératives, donc de rotation des terres, enfin là, c'est la rotation du bétail sur les terres, et le fait que voilà, en broutant progressivement et en laissant les choses repousser par rotation, les racines des herbes dans les grandes plaines restent dans le sol et se fortifient, ça capture du CO2 dans le sol. Donc l'agriculture est à la fois un problème puisque le bœuf émet du méthane, mais parallèlement, il peut capturer du carbone dans le sol. Donc l'agriculture et l'élevage sont à la fois le problème et la solution, c'est assez unique comme situation. Là, ils sont assez réglo, je trouve, pour dire que grâce à ces pratiques-là, s'il y a 80% des émissions de gaz qui sont couvertes, donc en fait, il n'y a que 20% d'émissions négatives sur 100%. J'ai regardé, c'est White Oat Pastures, c'est plutôt sérieux, c'est plutôt, ça fait partie des cas les plus exemplaires. Moins, un peu particulier, là, ils arrivent à du carbone neutral pour du lait, en faisant manger des algues qui limitent les émissions de méthane des animaux. Ils arrivent voilà, à 95% voilà, ils ont réglé leurs émissions à 95%. Bien sûr, ça doit pas laisser, on ne doit pas laisser de côté le fait que les alternatives à la viande, au lait, sont celles qui effectivement sont le mieux. Et par exemple, ce produit issu de la culture régénératrice, donc de hôte, eh bien, il est neutre en carbone et pour le coup, c'est 100% naturel. En France, on a le développement du Planet Score qui est intéressant avec à la fois le sol et la biodiversité et le climat et dans certains cas, le bien-être animal. Dans l'autre grand bénéfice qu'on voit surgir dans les marques qui investissent la régénération, c'est la santé et la meilleure nutrition. Donc, on va avoir comme là des compotes de pommes qui disent que la santé commence par le sol, et c'est vrai que 95% de ce qu'on mange vient du sol. On va avoir des logiques selon lesquelles, parce que ce sont des graines anciennes, la qualité nutritionnelle, par exemple là, en protéines, est meilleure. On va avoir des produits qui vont dire que grâce à l'agriculture régénératrice, ils sont encore plus antioxydants parce que le processus agricole leur permet d'être meilleurs dans leur capacité antioxydante. On va avoir des produits qui disent que de la même façon qu'il y a des bactéries dans le sol, il y a des bactéries dans l'estomac, et donc là, grâce à la fermentation, on va pouvoir retraiter, enfin régénérer notre flore intestinale. Le troisième, et quand même la raison de croire de toutes ces histoires-là, c'est l'idée que s'il y a des organismes vivants dans le sol, comme je vous disais tout à l'heure, ils nourrissent les plantes, et si on préserve bien les bactéries et les champignons, et qu'il y a un équilibre qui sont à l'équilibre, ils nourrissent correctement les plantes sont après délivrent plus de nutriments et de fibres. L'avant-dernier bénéfice, c'est finalement l'impact local, et en particulier la mise en scène de l'agriculteur avec qui on est en relation directe.
Donc très rapidement, des produits qui, grâce à une app et un QR code, nous permettent de visualiser qui est l'agriculture derrière la viande. On va acheter ça c'est une marque française aux États-Unis, on va acheter de l'huile californienne qui est fière d'être californienne. Quand on sait la taille des États-Unis et que la plupart des marques sont distribuées dans les grandes chaînes qui dépassent le local et le régional, bon, ben, les États-Unis commencent à avoir des discours sur le local, avec par exemple la Californie ou le Vermont. Il y a tout cet imaginaire du fermier et de ma famille vers ta famille, un peu sur les valeurs voilà, conservatrices. Mais c'est le fermier qui fait bien les choses, c'est prendre soin, c'est l'artisanat, c'est la petite entreprise. Il y a des changements dans les relations humaines ou dans les relations avec le temps. Par exemple, on reviendra plus tard à ça, c'est une marque qui met que c'est issu du coton régénératif sur 3 lignes et c'est pour que chaque consommateur soit fier de soutenir pendant 5 ans la transition de cette marque vers la culture régénératrice. Donc le social fairness, donc c'est que les travailleurs soient justement rémunérés. Et donc là, on a cette marque Dr Bronner qui est précurseur dans la régénération, précurseur du bio aux États-Unis dans les cosmétiques. Et elle met en avant effectivement des valeurs au niveau des employés. Donc là, on est sur la régénération qui est vraiment prendre soin des employés. Patagonia qui va dire qu'on peut changer les systèmes économiques à travers ce qu'on mange et c'est à travers des filières du producteur jusqu'au consommateur qu'on y arrivera. Et il y a une reconnexion dans cette veine-là de locale avec les racines ancestrales aux États-Unis, les peuples premiers qui ont toujours utilisé les pratiques de la culture régénératrice. Et qui connaissent le secret de la vie, et presque, on pourrait dire, de la vie. La dernière section sur les marques, c'est finalement ce côté très émotionnel de reconnexion avec la nature. Et on va avoir, par exemple, cette marque qui dit « Respect Animal, Human Nature ». On va avoir Granola Bar qui va dire grâce à nos produits issus de la culture régénératrice, on vous reconnecte à la nature. Voilà une liste d'idées qu'on vous propose pour profiter de nos snacks. On a des discours très écolo sur la nature. C'est une marque de fringues qui là est sur la mère nature et vraiment qui joue vraiment la simplicité, la reconnexion, l'harmonie. Et au niveau spirituel, on peut même avoir voilà, quelque chose de très de l'ordre de la prise de conscience et de la conscience avec Organic India qui est sur ce positionnement-là avec Healthy Conscious Living. Voilà, je fais une petite pause avant de passer au business model. Est-ce que vous avez des questions? Xavier, est-ce que c'est à peu près clair? Je suis convaincu. Convaincu. Oui, non, c'était clair. Je pense qu'il y avait plusieurs questions dans le chat, Ouais. notamment une assez intéressante sur la partie emballage. Ça peut être intéressant d'en discuter. Et puis une question plus technique sur est-ce qu'on peut obtenir les slides après la présentation? Oui, ça sera envoyé à toutes les personnes qui étaient présentes et je ferai une série de liens. Merci. L'emballage, les consommateurs le plus motivés à être responsables poussent les marques effectivement à réduire les emballages plastiques et avoir des emballages recyclables, voire biodégradables rapidement. Donc c'est une tendance mondiale qu'on ne retrouve pas par contre aux États-Unis. Trop. La quantité d'emballage, tout est emballé en fait, hein. On arrive et les pommes sont dans des emballages plastiques, la salade dans un emballage plastique,
Quand on ne finit pas son assiette, on a un emballage plastique. Enfin, tout est emballé, quoi, et suremballé. Donc, c'est mondial. En France, on est quand même assez avancé. Et oui, la meilleure façon de réduire son impact, c'est de moins consommer et c'est de réduire les emballages. Ensuite, la question c'est, à moindre, et puis les consommateurs attendent ça des marques. C'est aux marques de me proposer des solutions avec un moindre emballage et responsables. Toutefois, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des produits qui arrivent, enfin ce qui est intéressant, ce qui est nouveau, et après ça peut être discuté, c'est peut-être discutable, c'est qu'il y a des alternatives à moindre impact qui n'existaient pas. Donc, entre guillemets, toute proportion gardée, on peut manger de la viande et avoir un moindre impact. On peut prendre soin de sa santé avec un produit qui n'est pas supplémenté en vitamines ou manger d'un côté quelque chose et avoir des vitamines de l'autre côté. On peut être en contact direct avec le producteur et en sortir de ce système un peu entre guillemets, hein, même si on ne sortira pas totalement, mais en tout cas, on est dans un système plus transparent. On peut être en contact avec l'agriculteur. Est-ce que j'ai répondu à la question? Parce que certaines de ces marques sont Bicorp, beaucoup. Beaucoup de marques aux États-Unis sont Bicorp. Et la plupart des marques responsables, alors il n'y en a pas énormément. Quand on demande aux consommateurs quelles sont les marques responsables, ils n'en citent pas plus qu'une dizaine, quinzaine qui reviennent systématiquement. Je ne sais pas encore en France ce que ça donne. Souvent, elles sont Bicorp. Les marques qui sont les plus emblématiques de l'agriculture régénératrice aux USA font partie de la grande famille Bicorp par cousins, frères, sœurs, au sein de l'alliance qui s'appelle ROC, Régénérative Organique, et c'est créé par Dr Bronner, Patagonia, et d'autres marques qui ont décidé qu'il fallait faire mieux qu'organique, c'est-à-dire mieux que bio. Donc faire mieux que bio, c'est apporter la conscience sociale et la bonne rémunération des agriculteurs au Costa Rica. Dr Bronner a toujours été très très bon sur les aspects fair trade. Il était moins présent sur les produits alimentaires bio, et là, il vient de sortir un chocolat bio. Donc, il sort un chocolat bio et Fairtrade. Peut-être pour compléter ce que tu dis et pour répondre aussi à une des questions, je crois que c'est de Delphine, il y a pas mal des marques que tu as présentées, surtout sur les produits alimentaires, qui a un label qui s'appelle Land to Market, Verified Land to Market, justement, qui est beaucoup plus focusé sur l'agriculture régénérative ou les pratiques régénératives, et qui est tout simplement délivré et puis testé. Et c'est un label assez poussé par le Savory Institute, du nom d'Alan Savory, qui est une personne qui a théorisé l'impact animal pour combattre la désertification. Je vous encourage tous à aller voir son TED, je le mettrai dans le chat. Et donc, Alan Savory a lancé le Savory Institute, qui est un peu un des grands modèles de la régénération dans l'agriculture et qui est très influent sur ce secteur. Voilà, tu l'as mis. J'y venais. Donc, très rapidement, je vous dis, je balaye le business model et comme on travaille sur le business model de la régénération par l'agriculture, donc effectivement, il n'y a pas de définition de l'agriculture régénératrice. Ce sont des pratiques et il y a 3 façons de les mesurer. Il y a le Soil Carbon Initiative qui va focuser vraiment sur le résultat et avec un gros focus capture du carbone dans le sol. Le résultat, c'est aussi Land to Market avec une grille plus large et qui va s'intéresser au sol dans toutes ses dimensions, avec en particulier tout ce qui va être compostage et matière organique dans le sol.
matière organique qui permet donc la fertilité du sol, parce que c'est à partir de là que les êtres vivants dans le sol se nourrissent. Donc là, on est sur ce qu'on appelle du outcome, c'est le résultat final. Et Regenerative Organic Certified, c'est la seule qui soit sur des pratiques et qui met en fondamental que ça doit être bio plus. Et il s'attelle à vérifier les pratiques, et ils sont moins sur la mesure des résultats. Donc là, on rentre rapidement dans le business model. Ça, c'est la ferme de Xavier, donc, qui est une des fermes régénératives en France. En partie, l'idée, c'est de régénérer le sol avec les poules qui ont un habitat mobile et qui vont passer de parcelle en parcelle. C'est une pratique, je crois, qu'ils ont, ils sont allés aux Pays-Bas voir comment ça se passait, ils l'ont importé. Et donc, En Suède, en l'occurrence, mais c'était presque ça. Suède? Ouais. Ok, je pensais que c'était... c'est mieux, la Suède. Et donc, ça régénère les sols puisque leurs déjections nourrissent fertilisent le sol, et en retour, l'herbe que vous voyez est magnifique, et ils se nourrissent en partie de cette herbe. Et il y a aussi des chevaux qui sont en gardiennage, qui eux aussi, à travers leur déjection, voilà. Il faut se dire qu'en fait, cette pratique agricole a toujours existé. C'est une pratique qui vise à diversifier et à être en rotation. Donc, on mélange les pratiques d'élevage avec les pratiques de maraîchage ou de culture céréalière. Et on ne cloisonne pas comme on le fait aujourd'hui, voilà. Sur un sol céréalier, on essaye de permettre ce sol de se régénérer, et on va alterner par exemple, avec du buckwheat. Il faudrait que je me souvienne plus ce que c'est en français, qui permet après du blé, de régénérer le sol. Donc la rotation, le fait que les sols sont couverts, le fait qu'il y ait de la fertilisation de la part des animaux permet au sol de se reposer, de se rééquilibrer et de s'enrichir pour que ça prolifère. Voilà, ce sont des pratiques: couvrir les sols, ne pas trop, on appelle ça, faire de labour, intégrer les animaux, laisser un maximum les racines dans la terre, heu, et la diversité des animaux, diversité des cultures. Ça a des impacts positifs divers et variés, sans surprise, les bénéfices de la culture régénératrice rejoignent les bénéfices que les marques juste avant ont mis en avant. Donc assez rapidement, sur le carbone, impact, ça capture le carbone. Il y a des recherches qui disent que la qualité nutritionnelle de la culture bio est meilleure que conventionnelle, et que régénératif, c'est meilleur que bio, ce qui reste encore à totalement prouver, mais on commence à avoir des études dans ce sens-là. Que la régénération, ça permet que chaque acteur de la chaîne logistique du champ à l'assiette soit correctement rémunéré, en commençant par notre fermier. Et dans les business models de la régénération, ce qui ressort, c'est la diversité des cultures, des plantations, le fait que on va à la fois on va totalement avoir une approche intégrée, par exemple du mouton, où on va être à la fois sur sa viande, sa peau, son cuir, et par exemple aussi la graisse, sa graisse, pour faire du savon. Et donc à la fois diversité et à la fois intégration, qui permettent de multiplier les revenus et d'encaisser les coups durs si jamais il y a des événements, voilà. Et on est dans une logique de biodiversité qui s'améliore d'année en année. Voilà.
sur les business models en 5 minutes, ça va être très court, c'est l'idée que il ne faut pas s'intéresser qu'à l'argent. Vous allez dire que c'est utopiste, toutefois, c'est de regarder les choses sous l'angle de la valeur n'étant pas uniquement monétaire. Dans la régénération, on va créer de la valeur en ayant un plus grand nombre de parties prenantes réunies autour de l'entreprise et des produits et des services qui sont commercialisés. Donc c'est pour ça qu'on a ce cercle à droite qui est plus grand que le cercle à gauche. La grande différence entre les 2 cercles aussi étant qu'à gauche, on est dans la dégénération qui est limitée grâce à l'économie circulaire. À droite, on continue à être dans l'économie circulaire, mais on est en train de créer, d'apporter plus que ce que l'on exploite. Et il y a un shift entre people, profit et planète, puisque people devient tous les êtres vivants, humains, non humains. Au-delà du profit, vous allez voir que va naître l'idée d'un service écosystémique et qu'on va moins parler de ressources. En tout cas, on va parler de ressources nécessaires à la vie et non pas de ressources qu'on exploite pour faire de l'argent. Ça demande, quand on accompagne les clients, plusieurs shifts. Le premier shift, c'est de sortir de People, Profit, Planet et en particulier du profit pour que l'entreprise et les clients, en fait, on a beaucoup d'argent aujourd'hui. Il y a effectivement, les taux montent, voilà, mais on a de moins en moins de sol, d'eau. Donc, il y a quelque chose de super important qui est les ressources nécessaires à la vie. Et ça, c'est une ressource qui a une valeur incroyablement importante aujourd'hui. La deuxième chose qui n'est pas de l'argent, mais qui est très importante, c'est la bonne santé des êtres vivants. Donc, la mienne, celle des gens autour de moi, etc. Et bien sûr, il y a aussi l'argent qui est important, mais qui fait partie d'autres capitaux parce que les autres capitaux, au-delà du capital financier, permettent aux humains de basculer dans de nouveaux comportements. La connaissance, la spiritualité, l'expérience permettent aux humains de grandir pour pouvoir réussir dans ces système. Il y a aussi une logique, le deuxième shift, c'est se dire qu'aujourd'hui, on a des fournisseurs, on a des clients. Dans 5 ans, dans 10 ans, quels seront nos fournisseurs, quels seront nos clients? Quels sont ceux qui nous accompagneront dans le temps? Et quelle est qu'est-ce qui a de la valeur pour à la fois les partenaires, l'entreprise et les consommateurs? Et qu'est-ce qui va faire que on va pouvoir affronter les 5 ans, 6 ans, 10 ans à venir? Où j'ai vu une ferme où il y avait une rotation de 25% des terres, donc 25% des terres ne sont pas cultivées pour qu'elles se reposent. Certes, c'est à Los Angeles et il y a 4 récoltes par an, mais ça veut dire qu'avant, il y avait 100% des récoltes pour 100% de revenus. Là, c'est 85, déjà, 75. 75 et donc les 25% qui partent, ben, c'est un manque à gagner et ben, il faut arriver à le valoriser d'une façon ou d'une autre. Il faut que l'ensemble des parties prenantes soient d'accord que cette régénération est importante et qu'elle mérite ben, voilà, qu'on s'investisse, qu'on soit fidèle, qu'on donne de notre temps et peut-être un peu plus d'argent. Et cette idée que voilà, ce qui nous réunit, c'est un service écosystémique qui va être le sol, qui va être l'habitat, qui va être la biodiversité, qui va être le climat. Quel service écosystémique l'ensemble des partenaires est d'accord pour délivrer dans le temps et on va chaque année voir si on avance ou on n'avance pas. Et le résultat final sera mesuré, sera successful si, si les êtres vivants effectivement sont dans un écosystème qui est à l'équilibre et en pleine santé. Bon, rapidement, Patagonia, c'est un très bon exemple. Patagonia, c'est du coton. Coton bio, 1% du coton est bio. Ils disent que le 1% de coton bio doit devenir régénératif. Donc ils disent, pourquoi on fait ça? Parce que les sols s'appauvrissent aux États-Unis et si on ne fait pas ça, ben, les sols ne seront plus fertiles et on n'aura plus voilà, on ne pourra plus cultiver. Donc il faut qu'on s'y mette et donc au-delà du profit, ils sont partis là-dessus.
dans le temps, ils disent aux consommateurs, ben, on a du coton en conversion, on vous demande de nous soutenir et on vous tiendra au courant. On va voir juste après, ils ont fait des partenariats dans le temps avec les fermiers et on vient de le voir à l'instant avec les consommateurs. Au niveau des fermiers, c'est 550, je crois que je me suis un peu emballé, je crois que c'est 250 fermes qui font partie d'un programme sur 10 ans, avec des prix négociés d'achat et la certification de ce programme qui va durer 10 ans, c'est, on veut améliorer la santé du sol, on veut, que les animaux, on veut préserver le bien-être animal et on veut une juste rémunération de toute personne dans cette chaîne. Donc voilà, on est sur, plutôt, 3, différentes approches avec quand même en majeur un service écosystémique qui est le sol et ils sont, vraiment committed to life comme on dit. Voilà, donc là j'ai fini les slides, difficiles pour, vous, voilà. C'est qu'un petit retard de 30 minutes. On va pouvoir, répondre à vos questions et puis, vous présenter les différentes, choses que l'on a, ateliers que l'on a, où vous pouvez devenir, animateur ou vous pouvez, les organiser dans votre organisation et qui répondent justement à ces besoins. Questions? Qui veut présenter, est-ce qu'on commence par les Regeneration Camp, Xavier? On Ou peut faire Brigitte ça. ou On peut Jocelyne? faire ça. Il y a une question qui vient de tomber Ouais. de Valérie. Je ne sais pas si tu veux la prendre sur l'agriculture de conservation. D'accord, d'accord. Alors, l'agriculture de conservation versus, Ok. l'agriculture régénératrice, je Je suppose? suis devant une vidéoconférence, mais c'est pas très grave. Papa, il est en bas de toute façon. Donc, oui, je connais la culture de conservation, et c'est assez proche de la culture régénérative, effectivement. Je vais explorer dans les prochaines semaines comment est mesuré le succès, comment on mesure le sol et quelle est la différence entre la mesure du sol de l'agriculture de conservation avec l'agriculture régénérative. Une de mes hypothèses, c'est, la biologie du sol, c'est-à-dire la quantité d'êtres vivants dans le sol ou, tous les éléments périphériques qui peuvent être aussi, par exemple, l'oxygène dans le sol. J'ai comme hypothèse que la culture de conservation est plutôt sur, la mesure de la biomasse. Mais effectivement, ça concourt à à la même histoire. On va laisser un petit peu de côté, l'agriculture régénératrice pour, rentrer dans nos ateliers. Alors, est-ce que tu veux, Xavier, présenter les Regeneration Camp? Oui, on peut faire ça assez rapidement. Je ne sais pas si tu voulais mettre un support particulier. Oui, j'arrive, je cherche les slides. Mais les Regeneration Camp, pardon, c'était simplement partir du constat qu'on a eu avec Jérémy de se dire qu'il y a beaucoup de choses, comme vous l'avez vu là dans l'heure et demie déjà qu'on vient de passer. C'est un sujet très, très dense, très intéressant, mais une part importante pour comprendre la régénération, c'est à la fois le temps long. Et on se dit que l'expérimenter sur le terrain est toujours plus intéressante que à l'intérieur d'un Zoom, même si ce n'est pas ni la qualité du speaker, ni la qualité des slides qui est en question, mais c'est toujours plus facile d'appréhender des concepts quand on peut les toucher, quand on peut les expérimenter et quand on peut laisser le temps à ces concepts d'infuser. Donc, les Regeneration Camp, c'est tout simplement l'idée de partir pendant 3 jours donc dans une ferme qui s'avère être notre ferme autour du concept de se régénérer aussi bien à un niveau individuel qu'à un niveau collectif pour intégrer ce concept de régénération aussi bien au sein de soi que de commencer à projeter comment ça peut s'appliquer à des cercles, que ce soit des cercles professionnels, familiaux, amicaux, etc. Et donc,
On part pour ça de plusieurs types d'activités pour faire découvrir plusieurs aspects de la régénération. Le premier jour, et on suit un peu cette espèce de théorie du U, mais où on commence par se penser dans le vivant avec des activités type marche du temps profond, aussi fresque de la biodiversité qui permet de bien comprendre les enjeux. Et il y avait une question un peu plus tôt sur est-ce que dans les 9 limites, on ne se focusait pas un peu trop, par exemple, sur, je crois que c'était la couche d'ozone, la question. La biodiversité est un des sujets les plus centraux dans l'agriculture régénératrice. Jérémy en a beaucoup parlé, et donc c'est pour ça qu'on pense que c'est intéressant de l'explorer avec une fresque. Ce qu'on explique aussi après, et là, on parle plutôt du jour 2, de s'ancrer à la terre et à soi, c'est justement de mettre littéralement les mains dans la terre et de participer à des ateliers sur la ferme, que ce soit avec le maraîchage ou avec les poules pondeuses, par exemple. On parle ensuite de la fresque des imaginaires ou la fresque des émotions. Et là, c'est pour commencer à se projeter un petit peu dans la suite et amener vers ce côté refaire société. Et où là, on introduit une notion un peu d'activité dans la nature sportive, même si on n'a pas vocation à s'entraîner pour les JO. C'est plus, encore une fois, prendre le temps, être au contact de la nature et de se vivifier, de se régénérer dans la nature. Et l'activité finale, c'est une forme d'atelier d'écriture pour, une fois avoir intégré tous ces temps, et il y a d'autres temps en plus de ces grandes activités, hein, bien sûr, mais c'est de designer un manifeste régénératif pour que chacun puisse repartir avec une idée, une interprétation assez personnelle, mais dans laquelle chacun peut se projeter pour se dire, bah voilà, j'ai vécu ça et voilà ce que j'en ai retenu. Alors le lieu, ça se passe donc sur notre ferme. C'est une ferme qui est située en Normandie, alors précisément à Gonneville-en-Auge. Gonneville-en-Auge, en gros, c'est à 2-3 km de la mer. C'est la très grande banlieue de Caen et pas très loin de stations balnéaires comme Cabourg ou Ouistreham. Et on y pratique plusieurs types d'activités. Donc, j'ai parlé du maraîchage, j'ai parlé des poules pondeuses, donc en pâturage tournant, comme l'expliquait Jérémy tout à l'heure. On fait aussi pension pour chevaux. On a un verger qui ne produit pas encore, puisqu'on l'a planté qu'il n'y a que 3 ans. Donc, on a quelques pommiers qui donnent, mais pour l'instant, c'est tout. On a aussi un tout petit peu d'apiculture, des abeilles, mais c'est beaucoup plus dans l'idée d'avoir des pollinisateurs qu'une production extensive de miel. Et puis enfin, on fait aussi gîte. Euh, voilà, je pense que j'ai déjà couvert pas mal de points dans tout ce qu'on fait. Après, c'est plus. Ah oui, ici, peut-être une donnée importante, on aime bien manger. C'est aussi pour ça qu'on fait de l'agriculture régénérative. Et donc, l'idée, c'est de goûter un peu à tout ce qu'on produit sur la ferme et même d'apprendre à savoir comment bien le cuisiner. Voilà, et dans régénération, il y a se régénérer, donc se reposer. Voilà à peu près tout ce qu'on a. Il y a plein de petites activités et le prochain étant dans 3 semaines, 2-3 semaines en avril. Voilà, et oui, et la dernière chose, c'est un prix qui est tout inclus, hein, à savoir toutes les expériences, le logement et la pension complète. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas, même si les questions vous viennent jusqu'à la fin de cette session, on pourra toujours y répondre. Ouais, juste après, je vais détailler tous les ateliers, mais là, ça permet de donner une grande vue d'ensemble. Et c'est vrai que c'est, comme on disait au départ, hein, la régénération, se reconnecter au vivant, mettre le vivant au cœur de tout, faire que le vivant soit la mesure de toute chose, c'est mieux qu'on le vit, quoi. Et c'est très difficile de trouver les mots, voilà. Donc le vivre pendant 3 jours ensemble et puis réunir cette communauté parce que la régénération, c'est quelque chose qui arrive des États-Unis, qui monte beaucoup en France et qui va monter dans les années qui arrivent.
Donc, c'est de se réunir pour apprendre, partager et faire famille. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai... Oui, Pardon, vous m'entendez? Karine? Ouais, je t'entends. Non, moi j'ai une question. Je débarque un peu sur non pas sur la notion, mais sur votre approche. Moi, j'avais eu l'occasion d'approcher l'agriculture générative un peu théorisée par Emmanuel Faber chez Danone. Ouais. Et du coup, je me demandais si, par rapport aux thèses et aux points que vous défendez aujourd'hui, est-ce que vous êtes en phase avec ce que lui avait avancé, parce qu'il était assez pionnier en France finalement, avant de se faire lourder, comme on sait, hein, il y a 3-4 ans. Est-ce que déjà, il y a 3-4 ans, il disait à peu près la même chose, ou est-ce que c'est pas tout à fait la même chose et il avait une vision un peu C'est moins la même pure? chose. C'est la même chose, hein, ok. La même chose. La différence, c'est que je n'ai pas inclus les... Alors, il y a plusieurs grands groupes aujourd'hui, Kering, Danone, Pepsi, General Mills, LVMH, Pernod Ricard, qui investissent dans l'agriculture, alors soit avec des terrains d'expérimentation qui leur permettront de maîtriser les choses, soit avec des formations aux agriculteurs et au sens large, soit avec de la conversion de terres en agriculture régénératrice. Il y a des chiffres assez impressionnants en termes de volume et d'investissement. Toutefois, la plupart de ces grands groupes-là, aujourd'hui, n'ont pas de produits sur le marché. Danone n'a pas encore aujourd'hui de produits issus de l'agriculture régénérative. Ils investissent dans le plant-based parallèlement, ils investissent dans la culture régénératrice. General Mills, j'ai montré un produit qui s'appelle Epic, et il y en a un autre qui s'appelle Annie's aux États-Unis. Annie. Et donc, il y a des expérimentations, mais c'est très difficile aujourd'hui, vu les volumes très petits de l'agriculture régénérative, d'arriver à sortir plus qu'une référence produit sur le marché américain. Donc, par exemple, c'est un produit, par exemple, des crackers ou là, voilà, c'est la viande de bœuf. Donc, c'est une SKU avec avec un certain volume. Et en général, effectivement, ces grands groupes-là sont certifiés ROC ou Land to Market. Et c'est difficile parce que aussi tous les produits qui rentrent dans la composition doivent être certifiés. Okay. Pas juste 1% des produits est certifié et issu de la culture régénérative. Après, il y a d'autres groupes qui commencent à mettre sur les paquets régénératifs, mais c'est pas certifié et pourquoi pas. Et il y a un label, il y a un label en fait comme Déméter. Oui, il y a un label, il y a Bio, plusieurs labels, on disait tout à l'heure. Donc, Land to Market, en Sol France, j'entends. Carbone. En France, label Alors, français. en France, il y a des avancées de certains grands groupes américains, comme Land to Market, qui s'implantent au niveau européen et qui a des visées sur la France. Je ne crois pas que... Et donc, ça, c'est Savory. Pour info, on est, nous, donc la ferme Gone Girls, on fait partie de l'environnement Savory Institute. Ils nous ont demandé qu'on soit le hub français du Savory Institute. Pour l'instant, on n'avait pas encore accepté puisqu'on était encore, on se trouvait trop petit et pas assez légitime. Puisque nous, la ferme n'est que dans sa 4e année de production. Et quand ils nous l'ont demandé il y a 2 ou 3 ans, donc on se sentait beaucoup trop immature, on va dire. On est en train de le reconsidérer, justement parce qu'on a appris au fil du temps, on approfondit aussi nos connaissances sur tous les domaines de la régénération, donc ça commencerait à devenir pertinent, mais on sait qu'aujourd'hui, pour l'instant, ils sont pas encore ils sont pas encore ancrés vraiment en France. Okay. Mais ça va venir et il y aura clairement un besoin. En France, il y a aussi un sujet où il y a eu quand même une multiplication des labels et des étiquettes qui sont assez perturbantes pour le consommateur. Et nous, notre parti pris à la ferme,
ça a été de dire, c'est pour ça qu'on s'est labellisé bio, parce que même si on considère qu'on doit aller beaucoup plus loin que le bio, si on ne s'était pas mis bio, on aurait pu être accusé de dire, bah ouais, c'est super ce que vous faites, mais vous n'êtes même pas bio. Et donc, nous, on considère que le bio, c'est un passage, pas obligatoire, mais en tout cas, c'est quand même le mieux disant aujourd'hui de ce qui est certifié en France. Et on le voit bien avec tous les débats, notamment autour de haute valeur environnementale, qui pour le coup est un label qui sert plus ou moins à rien. La multiplication des labels a été une des raisons qui a contribué à la baisse du bio en France sur les 2 dernières années. On a des études clients qui le montrent très clairement, où les consommateurs considèrent que toutes les étiquettes, tous les labels se valent plus ou moins. Et ça, c'est un vrai souci, parce que si à chaque fois il faut redépenser de l'argent, des campagnes pour expliquer exactement ce que fait chaque sous-label, il y a un risque de déperdition d'efforts, et que finalement, il y ait plus d'argent qui aille chez les certificateurs que chez les gens qui font vraiment les choses. Je suis d'accord avec Xavier, et quand je dis agriculture régénérative, je pense à agriculture bio et régénérative. C'est pour ceux qui se posent la question. Alors, je vous montre les différents ateliers, et on va finir à l'heure, c'est-à-dire dans 15 minutes. Je vais pouvoir faire ça assez rapidement. Je vous ai mis un lien sur un lien avec les prochains ateliers découvertes. Donc, la liste de nos ateliers, c'est celle-là. Vous voyez à mon écran, et je vous mets l'adresse web pour arriver à cette première note, hein, puisqu'on est on est ici, et voilà, on est vraiment tout au début de quelque chose qui peut être des fois, voilà, il y a des gens qui se sont perdus, hein, puisque voilà, les notes de réflexion, il y en a 40, l'avis du collectif, il y en a 49, voilà, donc il y a des gens qui se perdent, mais là au moins, voilà, il y a un récap. Le business model régénératif, on ne reviendra pas dessus, c'est un projet. Ah oui, peut-être faut que je vous dise qu'il y a différentes façons de rejoindre Nous sommes vivants. La plupart, enfin, il y a une façon qui est de contribuer à un atelier en cours. Il y a une deuxième façon pour créer quelque chose ensemble. Il y a une deuxième façon qui est juste, je me forme et je deviens animateur. Et il y a une troisième façon qui est, j'ai juste envie de regarder, d'essayer pour moi, pour faire l'expérience. Donc le business model régénératif, c'est le seul atelier aujourd'hui qui est en co-construction avec une petite équipe de 10 personnes. Et le reste est en phase de lancement et de déploiement dans les entreprises de façon rémunérée. La plus connue, c'est la fresque du facteur humain. C'est un atelier de 3 heures. Je vais vous montrer ce qui se passe. Donc la fresque du facteur humain, ça se présente comme ça. C'est une expérience de 3 heures, à la fois individuelle et collective, et ça permet de prendre conscience des facteurs de changement, de non-changement de comportement. Voilà des exemples de changements de comportement que les équipes de 10 personnes ont choisis. Je n'y arrive pas aujourd'hui, mais je voudrais devenir végane. Je voudrais favoriser l'entraide pour que la coopération soit la norme. Je voudrais ne plus juger les autres sur leur comportement non écologique, et j'y arrive pas. Aidez-moi, on va en parler pendant 3 heures. C'est un jeu, c'est une fresque qui se présente avec un plateau et des cartes, qui n'est pas le format typique, habituel d'une fresque. Comme vous l'avez compris, elle est thématique, avec au centre un comportement que les participants ont choisi de façon libre. Ils ont décidé de participer à ça, ils ont choisi le thème, et ensuite, ça va être une expérience où l'animateur va donner des apports théoriques et va aussi animer les conversations pour qu'il y ait des partages d'expériences. Moi, je vis ça, je ressens ça, les facteurs de changement, de non-changement de comportement sont les émotions, les biais cognitifs, les croyances, la mémoire, les habitudes. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments qui, de façon plus ou moins consciente, interviennent pour nous faire trébucher lorsqu'on sait et qu'on veut changer de comportement, et que des fois même on a commencé, mais on abandonne.
Ça se finalise comme ça, avec des traits rouges pour les éléments limitants, des traits verts pour les éléments facilitants. Et vous voyez apparaître là des cartes qui expliquent chacun des... Là, les verts sont voilà, sont des facteurs de changement de comportement. Là, par exemple, l'appartenance sociale. Et donc, c'est très instructif, et ça permet aux gens de se connaître soi-même et de mettre tout de leur côté pour changer de comportement. Et on utilise chez Nous sommes vivants cette façon de conclure en 5 étapes pour permettre d'avancer pas à pas vers le succès. Voilà, et c'est une approche donc de Prochaska di Clemente qui nous permet donc de reboucler tout ce qui s'est dit pendant la session de 3 heures et de dire que par rapport à l'intelligence collective, conseille plutôt en étape 1 de traiter les émotions, par exemple, en étape 2 de vraiment, pour être motivé, ben justement de traiter la motivation, et de se focaliser sur les éléments positifs enfin, les bénéfices positifs que l'on pourra vivre. Donc ça, c'est un peu, voilà, c'est une des ateliers. Aujourd'hui, il y a une centaine d'animateurs. Il se trouve que j'ai conçu cette fresque et que j'ai été secrétaire général de cette association pendant 1 an et que cette poste a pris fin hier. Et donc pour se former, pour faire une séance découverte, je vous remets le lien ici. Et pour se former, ah non, c'est pas ça. Pour se former, c'est une autre association et après vous revenez nous voir. Je vais chercher le lien. Donc voilà, alors c'est pas ça. Tac, tac, hop. Voilà. Donc sur ce site-là, vous avez toutes les infos. Voilà. Et tac. Alors, je continue à partager l'écran et je crois que Brigitte, enfin voilà, que les personnes qui sont sur ces ateliers prennent la parole, avec plaisir. J'ai vu Vanessa passer. Alors, bah, du coup, je repasse, voilà. Alors, le deuxième atelier dont vous pouvez faire l'expérience, ça s'appelle le manège des émotions et c'est une sorte, voilà, c'est un focus sur les émotions et leur rôle au quotidien. Ça se présente sous forme d'un plateau comme ça, où à partir d'une thématique, par exemple l'éco-anxiété, le groupe va, là aussi le groupe choisit sa thématique, on va convoquer des souvenirs, hem, hem, douloureux ou pas, pour explorer ce moment d'éco-anxiété et partager ensemble ces souvenirs. Et chacun individuellement va, à partir de ce souvenir, partager ses émotions, ses pensées déclenchantes et les actions ou réactions que ça peut avoir sur ces émotions et ces pensées sur soi-même ou sur les autres. Ce qui est très apprécié dans cet atelier de 3 heures, c'est la possibilité de verbaliser ses émotions. Il y a énormément de personnes qui ont du mal à mettre un mot sur leurs émotions ou déjà les accueillir. Et il y a une phase où on mime les émotions qu'on ressent pour vraiment être dans les sensations et dans le corps. Et c'est un moment assez apprécié dans cet atelier. L'autre élément qui est assez apprécié, c'est ce travail où on part des émotions qui nous mettent en mouvement pour comprendre quelles sont les pensées qui nous viennent à l'esprit lorsqu'on ressent ces émotions et toutes ces sensations. Ça déclenche chez nous des fois des pensées automatiques qui nous font entrer dans des cercles vicieux, dans certains cas, pas toujours. Et des actions ou des réactions qui effectivement, sont là de l'ordre de l'automatisme et c'est pas parce que nos émotions nous mettent en mouvement que cette mise en mouvement est vraiment, celle qu'on souhaite, vu les conséquences, que ça peut avoir. Je sais pas vous, mais des fois, moi, j'aime bien être en colère et exprimer ma colère.
c'est pas la chose qui me permet, des fois, d'être le plus dans la communication, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a ces nacelles de ce manège, avec, par exemple, la communication, la cohésion, l'apprentissage, la compréhension, qui permettent d'évaluer, comment, mettre en cohérence ou pas ces émotions, ces pensées et ces actions par rapport aux conséquences qu'elles ont sur la cohésion du groupe, sur nos capacités de communication. Et il y a des zones on va dire pour certains, enfin, il y a les zones, il y a 4 zones, la zone de cohérence, la zone de partage, la zone d'abandon et la zone de sécurité qui permettent aux gens aussi de cheminer pour pouvoir exprimer, quels sont les besoins, qui sont derrière, ces émotions et on sait, que derrière une émotion, il y a souvent un besoin, et en prendre conscience, c'est être en pleine conscience. Et on va travailler, voilà, là-dessus et on a différentes thématiques effectivement, enfin c'est un atelier qui permet de développer son intelligence émotionnelle, en partageant son expérience avec d'autres personnes et bénéficier des retours des autres. Et un des axes de développement de cet, atelier, c'est l'éco-anxiété, puisqu'effectivement les écolos, sont un profil particulier, particulièrement impliqué et qui manquent de reconnaissance et qui, aussi pour une grande majorité sont en éco-anxiété, voire en nostalgie, c'est-à-dire en dépression. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cet atelier et sur la fresque du facteur humain avant que je repasse à la fresque des imaginaires? Peut-être Vanessa pourra d'ailleurs dire un petit mot sur la fresque des imaginaires? Que quelqu'un des équipes veut rajouter quelque chose? Donc j'enchaîne. On a presque fini. C'est peut-être pas mal qu'on change de voix. Si Vanessa, tu veux présenter la fresque des imaginaires, si tu te sens à l'aise? Ouais, je sais Non, pas. non, je Si, fais. pourquoi pas. Bonjour à tous, en tout cas. Coucou Ouais, Vanessa, je suis contente de te voir. moi Brigitte aussi. était là, mais elle a dû partir plus tôt et puis elle était un peu malade. Ok, ok. Ben, je vois que on Et a l'air Guette est d'être. là aussi, normalement, je ne l'ai pas Ah, vue. salut, Kate. On a l'air d'être fort nombreux. Ok, eh bien, oui, la fresque des imaginaires, moi j'ai eu l'occasion d'en animer une pour le moment à la librairie Utopia à Paris. C'est un beau moment où on permet à un groupe finalement de, de réfléchir un petit peu à son rapport au vivant, en fait, hein, et à imaginer d'autres rapports possibles, en tout cas avec le vivant. Hein, donc, ce qu'on appelle le vivant, c'est notre environnement naturel, entre guillemets, mais vivant dans le sens où on en fait partie aussi, quoi. Hein, et l'idée de pouvoir se percevoir en tant qu'humain parmi d'autres humains et non humains, hein, surtout. Voilà. Moi, ce que je trouve chouette, c'est que c'est vraiment un moment qui permet ça, en plus d'un moment créatif aussi, puisqu'on est sur un atelier créatif sur la dernière heure où, par petits groupes, on va pouvoir rêver un petit peu, rendre désirable un futur en 2050, par exemple, comment je me vois habiter voilà, la Terre en 2050 et avec une méthode de créativité d'un tableau, hein, des collages, on va pouvoir se projeter un petit peu dans un autre futur possible. Voilà. Bah, super. Merci Vanessa. Oui, l'idée, c'est de faire travailler un groupe sur sa vision du futur en 2030-2050. Et il y a beaucoup de tensions au sein d'une équipe, des fois, où les gens opposent l'environnemental et le social. Et donc, le fait de passer par les imaginaires permet de faire du et non pas du ou. Ça permet de travailler la marque pour des marketeurs. Ça permet de recueillir des verbatims aussi de gens sur leur rapport à eux-mêmes, aux autres et aux vivants. Et si on passe par cet alignement-là, c'est effectivement pour prendre un moment pour se dire qu'est-ce que ça fait depuis que j'ai 12 ans ou depuis que j'ai 18 ans que je n'ai pas réfléchi à demain, comme disait Vanessa, que je n'ai pas pris le temps de rêver, que je n'ai pas pris le temps de me poser des questions, de me projeter dans le temps. Là, je prends le temps, je me demande ce qui est important pour moi, pour moi-même,
si je dois habiter plus tard, habiter sur Terre dans 20 ans, qu'est-ce qui est important pour moi? Qui je veux autour de moi en tant qu'humain, en tant que non-humain, quel rapport à la nature j'ai envie d'avoir, et donc à travers un collage, comment ça prend forme, quoi, et ça ouvre des possibilités, parce qu'on prend un moment de créativité, quoi, plutôt que d'être dans des automatismes et des oppositions. Ouais, C'est un avec super un, levier, hein, je sais ouais, pas si pardon, Jérémy, ouais, avec un gros focus sur vraiment mes relations, quoi, hein, les relations, quoi, voilà, ouais, les relation, ouais. relations, comme tu as dit, Tout hein, est à basé moi, sur la relation ouais, humain-nature, ouais. ouais, La c'est reconnexion au ça vivant. qui est intéressant C'est aussi. ça, Vanessa. Et Inget, tu veux ajouter quelque chose? Non, je trouve que Vanessa a bien présenté. Bon, voilà, Ça va, toi? oui, oui, je suis justement dans ces imaginaires de plus en plus en regardant la littérature et en regardant. Ouais, c'est riche. Et ce qui est intéressant, c'est que du jour au lendemain, on découvre ça, mais brusquement. C'est-à-dire que moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Et donc, brusquement, tu découvres que ça fait déjà un moment que les imaginaires, les différents modèles, les have been around. Mmh. Et là, les participants sont, enfin, tout d'un coup propulsés dans 4 mondes dans lesquels ils vivaient déjà depuis un certain temps. Mais là, on va conscientiser ces 4 mondes et ces 4 voix qui sont là. C'est pour ça qu'en fait, moi, ça m'a permis de comprendre pourquoi des écologistes se disputent sur certains thèmes, mais tout simplement parce qu'ils appartiennent à un de ces 4 imaginaires. C'est ça. Et personne ne parle des imaginaires. On dit les écologistes se disputent entre eux. C'est grave. Enfin, moi, je trouve que c'est grave, mais bon, pas qu'ils se disputent, mais qu'on dise qu'ils se disputent entre eux, sans comprendre que derrière, il y a des modèles philosophiques, il y a des relations vivantes, il y a des choses construites et très complexes. Et je pense que ça peut nous aider, nous aussi, quand on rencontre un écolo et qu'on voit que il ne pense pas comme nous, il est à côté, il va privilégier certaines choses. En fait, c'est qu'il est raccroché. Bon, il est conscient ou pas conscient. Je pense qu'il n'est pas conscient parce que moi, je n'étais pas consciente. Donc, et ça peut aussi beaucoup aider à ce qu'on s'entende un peu mieux entre nous. Donc, Merci, je pense que ça effectivement. tape dans beaucoup de choses, ça, cette affaire. Merci Huguette. Et Vanessa, oui, j'ai oublié de dire, mais je l'avais dit précédemment, qu'il y a 4 imaginaires qui sont posés sur la table, l'anthropocentrisme, le biocentrisme, l'écocentrisme et le multicentrisme étant l'univers de la régénération. Et ces 4 façons, ces 4 relations. Et à partir des 4 relations, il y a 4 imaginaires. Et ces 4 façons d'être écolo. Et effectivement, tout le monde a raison, mais personne n'est d'accord. Oui, Je m'en ai ça presque nous enrichit fini. beaucoup. Ouais, ça nous enrichit beaucoup, en tout cas, Oui, de comprendre oui. ces 4 Ah oui. façons. Et ça là. enrichit pour comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui aussi. Mmh. Dans des décisions politiques, dans toutes sortes de décisions par rapport à l'écologie. J'ai effectivement, au début de la présentation, je ne sais pas si tout le monde était là, je crois que Vanessa est arrivée un petit peu après, j'ai redit qu'effectivement, dans ce changement de système, il fallait peut-être donner plus d'importance aux imaginaires pour trouver une motivation intrinsèque et sûr. positive au changement de comportement, là où aujourd'hui on est beaucoup dans la contrainte, la responsabilité, qui n'est qu'une partie des choses et qui ne fonctionne pas sur tout le monde. Donc j'étais à fond sur les imaginaires et donc je pense qu'effectivement, dans cette nouvelle année, on fera le bilan dans 1 an. On va donner pas mal de place aux imaginaires et puis aux émotions, qui sont aussi très importantes et qu'on oublie. Et plus largement le facteur humain. Et donc, je voulais finir rapidement avant que je coupe le son et pour qu'on soit ensemble pour clôturer. Pour la postérité, dire que je suis très content de cette année, qui est une année d'accomplissement où beaucoup d'ateliers sortent.
Donc, la fresque du facteur humain est sortie avec Humans Matter et d'autres. Le manège des émotions est sorti avec, je pense donc à Brigitte, il y a aussi Jocelyne qui a contribué, il y a beaucoup de monde, Delphine et sa collègue, enfin tout le monde, hein, vraiment, on a sorti un super atelier sur les émotions et c'est génial et je suis très content. Donc la fresque des imaginaires, enfin, est presque terminée. Donc c'est un atelier de plus à proposer aux entreprises qui sont particulières, hein. Il y a beaucoup de choses qui se font dans les collectivités territoriales. Il y a beaucoup de choses qui se font en individuel ou en coaching en dehors du cercle professionnel. Il a fallu qu'on crée des outils particuliers qui passent la porte des grands bâtiments de la défense. Et on a ça. On a ça. Donc, de la même façon qu'il y a la fresque du climat qui s'est développée dans EDF ou dans d'autres entreprises et qui a permis de faire passer l'information, d'augmenter la prise de conscience, on a 3 ateliers qui permettent de prendre 3 heures sur quelque chose qui est important, le mettre sur la table, en parler, et de trouver en soi la motivation, l'envie, la façon de passer à l'acte. Donc c'est trop bien, je suis content. Je suis content de cette association qui partage des idées, qui les diffuse, et la régénération arrive à un moment donné, depuis septembre, qui avec l'agriculture régénératrice, qui redonne un dynamisme là où on était dans la permaculture, et la permaentreprise qui nous ont beaucoup nourris. La régénération nous donne des ailes et l'agriculture nous ancre. Donc merci à tout le monde et puis j'éteins la caméra.